Merci Madame Costalescu d'avoir su, d'une voix posée, affirmer assez clairement des points de vue marqués, nous laisser le temps de respirer entre deux parce que le contenu est dense. Et moi je retiendrai finalement les trois points, hein, le respect, la liberté, la neutralité qui vont caractériser la laïcité, et aussi le fait que vous plaidiez moins contre les religions que pour le respect des libertés individuelles, si je ne m'abuse et si je ne résume pas trop vite votre propos. C'est bien ça. Bon, très bien. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a 2 ans, j'ai cité qu'un de vos glorieux prédécesseurs, un philosophe québécois, nous avait expliqué que l'hôpital laïque était par essence même chrétien. Dans sa philosophie, dans sa conception, dans l'accueil de son prochain souffrant, et que, sans le vouloir, peut-être même sans le savoir, nous étions porteurs de ce système de valeurs. Que diriez-vous et comment réuniriez-vous ces 2 points de vue qui sont l'un manifestement historiquement très juste et l'autre qui est celui du futur vers lequel vous vous appelez? Historiquement, la notion de droit de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen, avec tout ce que ça comporte de droits et libertés, est née dans un pays où on avait, pendant des siècles, travaillé sur le fort interne et sur le libre examen. Donc, l'individu ayant des choix, qui faisait des choix éthiques, des choix de vie, et c'est évident qu'il y a une laïcisation de ce fort interne et de ce libre examen, et donc c'est devenu un principe constitutionnel, la laïcité. Donc je dis, le principe c'est l'autonomie du politique et du religieux, c'est-à-dire qu'il pousse le plus loin possible, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, hein, même principe, mais pousser plus loin dans l'organisation de la société. Ça veut dire donc la séparation des églises et de l'État. Ça veut dire aussi que la citoyenneté est indépendante de la confession. Ça veut dire que la loi civile ne dépend pas de la loi religieuse, elle s'est émancipée de la loi religieuse, et ça veut dire la neutralité du service public. C'est pour ça que je dis c'est limpide. C'est cohérent, c'est limpide, et ça part de cette idée, rendre aux politiques ce qui est aux politiques, aux religieux ce qui est aux religieux, et vous avez tout à fait le droit de prier comme, etc., d'avoir des cérémonies, des rituels, etc. Donc c'est pas faux, et au Canada, au Québec, au Québec, j'ai fait une erreur, au Québec, pour eux, les libertés ont pas seulement, mais beaucoup dépendu de cette idée de l'individu libre dans sa réflexion sur soi-même. Donc, c'est pas faux. Simplement, maintenant, je fais un appel à ceux qui ont la foi catholique, notamment dans le débat bioéthique, de se souvenir que justement, il y a ces libertés individuelles. Et que la notion d'intérêt général ne veut pas dire qu'on va les obliger à vivre d'une certaine façon. J'ai fait un débat avec un organisateur, c'était à la mairie de Nancy, l'organisateur des grandes manifestations contre le mariage pour tous. Un monsieur d'ailleurs très bien, il est resté jusqu'au bout et je peux dire qu'il a été courageux parce qu'on a eu un vrai débat. Et à la fin, donc il y avait beaucoup d'arguments, mais à la fin je lui ai dit, on va retrouver ça avec les lois bioéthiques, mais si la loi n'était pas encore votée, si la loi sur les mariages pour tous est votée, mais ne craignez rien, on ne vous imposera pas de vivre avec quelqu'un du même sexe. C'est-à-dire quand on ouvre des libertés, quand on ouvre des droits, ça ne veut pas dire qu'on va l'imposer. Et c'est là où on retrouve ce que Valérie dit si fortement, la liberté individuelle. Donc on peut ouvrir des espaces de liberté sans pour cela imposer des comportements. Il y a un grand débat qui finalement nous ramène à nos interrogations éthiques. Hein. C'est comment respecter le choix de chacun sans se sentir soi-même peut-être agressé ou peut-être concerné, alors que
on peut considérer qu'au sein d'une société, nous sommes tous défenseurs du bien commun et de l'intérêt collectif. Donc c'est là que on peut comprendre d'ailleurs que certains montent au créneau pour défendre des positions dans lesquelles ils ne seront pas concernés à titre personnel, mais ils se sentent co-responsables d'un intérêt collectif. Ce qu'on a entendu d'ailleurs pendant l'ensemble des états généraux de la bioéthique au printemps. Y a-t-il des questions ou des points particuliers? C'est vrai que vous nous avez beaucoup, vous avez balayé tout un ensemble assez large, nous ramenant à l'hôpital tout en régulièrement nous en faisant ressortir. Oui, parce que c'est vrai qu'un hôpital, c'est bien, mais on aime en sortir. Oui, on aime bien sortir de l'hôpital aussi. Alors c'est vrai qu'il y a le parcours hospitalier, le parcours de soins, le parcours de santé et le parcours de vie. Alors on est plutôt proche du parcours de vie, c'est plus long, et le parcours hospitalier est plus court. Et puis entre les deux, il y a parfois la prise en charge de la pathologie. Qui a une question, un point de vue à partager, une expérience ou une difficulté? Des critiques, des provocations, si vous voulez. Critiques, provocations, et le cas échéant. Oui. Monsieur. Alors je vous dis simplement, soyez patients, je fais circuler le micro, nous n'en avons qu'un. Merci. Moi, c'est une difficulté que j'ai, difficulté éthique, sur la présence des crèches demandées par les résidents dans les EHPAD. Vous nous sortez de l'hôpital, mais on peut parler de l'hôpital avec les sapins de Noël. On a une jurisprudence sur les sapins de Noël. Alors, je vais vous dire pourquoi je parle des EHPAD, parce que je connais bien, enfin, c'est un contexte que je connais bien. Et les hôpitaux, c'est la réflexion qui m'est venue tout à l'heure quand vous en parliez. La durée moyenne de séjour dans un hôpital est très courte. Et je complètement. Ça dépend. Moi, j'adhère. Oui, enfin bon. En fait, de plus en plus. Par rapport à un EHPAD, en tout cas, sûr. Oui. Et j'adhère bien ce que vous avez dit sur le fait qu'on dépense beaucoup de temps à discuter de ces problèmes de laïcité dans les hôpitaux. Enfin, pour des durées de séjour, moyennes de séjour qui tendent à être de plus en plus faibles. Et dans les EHPAD, les durées moyennes de. Pour le coup, je ne sais pas si on peut appeler ça un séjour, en tout cas, durée moyenne de vie dans l'institution sont environ 2 ans. Donc sont beaucoup plus longues. Oui. Et en plus s'adresse à un public plus âgé avec des valeurs religieuses plus présentes peut-être que les nouvelles générations d'aujourd'hui. Donc voilà, mon problème éthique aujourd'hui c'est ça, c'est qu'en est-il de la demande des résidents de la présence de signes, alors surtout la crèche, hein, c'est au moment de Noël parce que c'est un moment de festivité, j'ai pas eu à régler de demande sur la présence d'un crucifix dans un couloir, je raconte n'importe quoi, mais c'est vraiment cette demande-là très précise parce qu'elle est symbole d'une fête. Et voilà, j'aimerais bien que vous m'aidiez sur cette réflexion éthique-là. Peut-être s'il y a d'autres questions, mais il y a 2 questions dans votre intervention, j'y répondrai, mais s'il y a d'autres choses... Oui. Oui. Alors, à côté de... Je vais vous poser la question suivante. Que pensez-vous du fait que les aumôniers, certains aumôniers, soient payés par les hospices ou par les hôpitaux? C'est pas certain, oui. Ben, ils ont un contrat. Ils ont un contrat, il y a une demande qui a été faite pour être aumônier, etc. C'est pas... Il y a des bénévoles qui visitent les malades et qui peuvent apporter un soutien éventuellement religieux, mais les aumôniers en tant qu'aumôniers, c'est des contractuels, c'est pas des gens qui passent comme ça. Il y a un statut hein, d'aumônier, il y a... Oui, alors, bon, je préciserai ça, voilà. Bon, je prends les questions, pardon. Allez, les questions encore. D'autres questions sur ces sujets de mise en œuvre de la laïcité? Et je vais faire un peu de provocation. J'ai envie des jeunes, là, des jeunes. Les jeunes. Allez, les jeunes, vous allez entrer dans la carrière. Comment? Non, ça vous dit plus rien. On répond déjà à ces premières questions. Bon. Alors, ça me permet de dire que l'hôpital public est neutre aussi en tant qu'établissement. Donc, il ne doit pas avoir de signes religieux visibles, sauf si c'est patrimonial. Et il se trouve que beaucoup de nos hôpitaux ont un lieu patrimonial qui a eu une signification religieuse. Oui, vous l'aviez dit, vous avez un train à prendre et vous avez été gentil. Vous ne partez pas bien avant en faisant croire que le train était avant.
Merci, on retourne. Bon. Donc le bâtiment lui-même doit respecter la neutralité, mais on respecte aussi le patrimoine religieux. Il n'est pas forcément religieux, mais il peut être religieux en tant que patrimoine. Ça, c'est une chose. Et puis il y a ce que l'on apporte au moment de fête. Alors, franchement, on est dans un lieu fermé. Et ça a été dit, je crois, par madame. Un lieu fermé, c'est comme les internats, c'est comme les prisons. Dans un lieu fermé, vous ne pouvez pas pratiquer votre culte en sortant. Vous avez raison, aujourd'hui, avec l'ambulatoire, il y a beaucoup moins de demandes. C'est pas uniquement pour ça, c'est aussi pour des questions de coûts économiques, etc. Mais bon, peu importe. Et on a eu une jurisprudence à un moment donné sur le sapin de Noël. Des personnes ont voulu faire condamner des hôpitaux parce qu'il y avait un sapin de Noël. Alors évidemment, là, des laïcs intelligents, les juges et toutes les institutions disent c'est idiot. Un sapin, c'est pas un signe religieux. D'ailleurs, le sapin, c'est typiquement le symbole d'un arbre qui ne perd pas ses feuilles, etc. Donc ça va être à nouveau la Renaissance. Et je dis tout de suite, je n'ai pas le temps de développer, mais Noël est une fête païenne qui a été christianisée, notamment par Saint Martin. Et c'est une fête païenne, notamment célébrée dans les pays du nord de l'Europe. D'où le Père Noël qui arrive sur son traîneau avec un renne. Vous avez vu ça en Galilée? Non. Heureusement, les cultures ont des relations entre elles. Et pour saluer la lumière qui va revenir, pour saluer les enfants, nous sommes en ce moment, en même temps que Rosh Hashanah, etc. Il y a des symboles que vous retrouvez dans toutes les traditions. Mais là, le symbole de Noël, c'est le symbole du solstice. Donc, le sapin, je vous en prie, ne vous privez pas de faire plaisir aux patients, au personnel, parce que le personnel va parfois trouver des cadeaux sur le sapin, et puis il va y avoir une fête. Les fêtes, ça fait partie de la vie. Les crèches, on pourrait dire que c'est plus particulièrement religieux. C'est vrai, la crèche en tant que crèche, avec le petit Jésus, l'âne, le bœuf, etc. En fait, on sait que c'est une tradition qui vient du Moyen-Orient, qui elle-même reprend une tradition de Chine, où on fait des figurines qui représentent les différents métiers du village. Et on fête la naissance des enfants, le renouveau de la lumière, etc. Bon, peu importe. Il y a des régions comme la Provence, où c'est vraiment culturel. D'autres où c'est présenté comme religieux. Donc, la crèche en elle-même peut poser problème, mais là aussi, c'est une... Comment dire? On n'est pas bêtement laïque. Si on présente ça comme un signe religieux, ostentatoire, réservé aux catholiques, et que ça vous permet de faire de l'islamophobie, voilà. Soyons clairs, contre les Sarrasins, contre les envahisseurs, etc. On peut, et entre nous, il y a beaucoup de fêtes que l'on peut fêter pour les personnes qui sont hospitalisées de longue durée. Et à Robert-Debré, j'ai notamment été avec des jeunes les enfants bulles, comme on dit, les os de verre, etc. Si on peut trouver des occasions de fête sans que ce soit religieux ostentatoire, oui, on le fait. Qu'est-ce que... attendez, il y avait un autre point. Donc les sapins, oui. Les sapins, vous y allez. C'est bien. Il y avait une autre partie de la question, pardon, j'aurais dû noter, c'est pas bien. Sur le financement des événements. Alors, ça c'était monsieur, pour le financement de... Non, il y a un contrat, c'est clair, on demande au chef d'établissement, le contrat est établi, mais par contre, vous avez des bénévoles qui peuvent être des visiteurs à l'hôpital. Voilà. Mais c'est un lieu fermé. Et pour le respect de la liberté de conscience, dans un lieu fermé, oblige
les institutions à prendre en charge des lieux de culte et des aumôniers, etc. Voilà. Dans un lieu fermé. Un lieu fermé. C'est-à-dire que vous n'avez pas la liberté d'exprimer votre culte et votre liberté de conscience ailleurs. Voilà. Je crois d'ailleurs que ça fait partie de la charte des soins palliatifs, si quelqu'un s'en souvient, mais il y a des critères de prise en charge, non? Notamment, on prend la souffrance spirituelle. Alors, la spiritualité, ça peut être du côté religieux, mais ça peut être aussi du côté du sens de la vie, ça peut être beaucoup plus profond. Mais en tout cas, ça rentre en ligne de compte et c'est à respecter, même si on ne la voit pas souvent, cette spiritualité-là, ou si on ne sait peut-être pas la chercher. Ben, les bouddhistes, par exemple, je dois dire que j'ai vu un travail assez remarquable fait par les bouddhistes sur le sens de la vie, en disant mais vous pouvez croire ce que vous voulez pour après, ce qui est important c'est la vie, il y a de toute façon une continuité entre les différentes vies, etc. Ouh, ça aide de ne pas se dire oula c'est terminé, oui. Je voulais profiter d'avoir un micro pour vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps d'égalité et pas plutôt d'équité? Qui me semble un terme plus juste, l'équité par rapport à cette égalité d'accès aux soins, etc. Alors, l'égalité, c'est en termes de droit et de liberté, garantie par la loi. L'équité, c'est la pratique que vous avez dans la façon de traiter dans votre relation avec les personnes, et où vous allez tenir compte pas seulement de la loi et des droits, mais aussi de toutes les circonstances, de la trajectoire de la personne, de son histoire, de ses peurs, de ses phobies, de tout ce que vous voulez. Justement, ça me fait penser, donc vous voyez, c'est ça la différence. Les EHPAD, alors, une première remarque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les institutions qui s'intéressent aux personnes vulnérables et fragiles, j'aurais dû le dire, l'hôpital est un lieu pour personnes vulnérables et fragiles, intéressent les intégristes. Mais les EHPAD, pas du tout. Les intégristes, par exemple, ils sont ravis de travailler avec les jeunes. Mais les EHPAD. Donc vous voyez, et donc, dans les EHPAD, on peut avoir, notamment ou dans les soins palliatifs, une palette d'interventions de personnes qui peuvent accompagner sans qu'il y ait un aspect d'intérêt, de prosélytisme, etc. Mais en effet, ceux qui veulent faire du prosélytisme ne sont pas là. Bon. Donc, vive les EHPAD, on est au moins plus libre de ça. Une question qui arrive, Rhône aussi, le temps de transmettre. Oui, alors ma question c'est, vous avez rappelé le principe de neutralité qui s'impose à tout personnel qui travaille pour le service public, mais du coup, qu'est-ce qu'il en est pour le personnel qui travaille dans les établissements privés? C'est pas le principe de neutralité. Vous avez des établissements privés confessionnels, vous en avez des non confessionnels, mais le principe constitutionnel de l'égalité de traitement et du respect des libertés doit s'appliquer, mais c'est évidemment pas aussi strict que la laïcité dans le service public. Et, autrement dit, justement, on a tout dans les services publics avec l'idée que le patient est aussi un consommateur. Et que parfois on a des libertés du consommateur qui sont privilégiées par rapport à la notion d'égalité et d'équité. Mais là, je vous ai parlé du service public, des hôpitaux de service public. Mais vous avez, alors, il se trouve que je connais pas mal d'anglais, d'amis anglais qui nous racontent, ils viennent se faire soigner en France. Ils viennent se faire soigner en France et ils choisissent les hôpitaux publics. Pour la qualité des soins, mais aussi de certaines façons. Mais alors pas pour l'hospitalité, au sens, pardon, pas l'hôtellerie, je veux dire, l'hospitalité, pas l'hôtellerie,
bien qu'il y ait des hôpitaux où l'hôtellerie est pas mal du tout. Mais évidemment, si vous visez surtout l'hôtellerie, mais à ce moment-là, ils trouvent que c'est aussi cher qu'en Angleterre, donc ils ne viennent pas. Non, puis l'hôpital public n'est pas le meilleur restaurateur qu'on connaisse. Une question, par exemple. Donc c'est pas une question, c'est j'aurais aimé en fait enrichir vos anecdotes de mon expérience de médecin libéral dans un centre de procréation médicalement assistée et en pratique des couples infertiles de confession juive qui consultent bien sûr pour obtenir un enfant à tout prix. Et lorsqu'on les interroge, on se rend compte qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des rapports après une certaine durée par rapport aux dernières règles. Et on se rend compte que le moment de l'ovulation est dépassé. On leur dit non, vous n'êtes pas infertile, il faut juste ne pas appliquer la règle de votre religion et avoir des rapports au moment de l'ovulation. Et donc tout ça pour illustrer le fait que parfois l'application stricte de certaines règles religieuses peut conduire à leur propre perte, puisqu'en pratique, ils ne se reproduisent pas. Voilà, c'était juste une petite remarque. Juste une remarque, vous parlez de personnes qui pratiquent leur confession de façon strictement orthodoxe, mais la religion juive ne demande pas, et la majorité des personnes de confession juive ou de culture juive ou ce que vous voulez ne pratiquent pas ça. Je fais travailler beaucoup sur des textes qui sont des textes intégristes musulmans, et des textes juifs orthodoxes, des textes du Tea Party américain, des textes traditionnalistes catholiques, des textes d'évangélistes les plus orthodoxes qui soient, enfin les plus, parce que vous avez là aussi toute une palette. Ils se ressemblent tous. Mais c'est une minorité, mais vous avez raison pour une chose, c'est cette minorité-là, c'est celle qui va faire du bruit, c'est celle qui va revendiquer, c'est celle qui va se rendre visible. Les autres, non, ils ne vont pas avoir de demande particulière, ils vont vivre leur foi de façon plus, comme à la cathédrale de Nantes, de façon plus spirituelle, plus épurée, de pratique. Lisez les textes du Tea Party américain sur l'abstinence, la virginité au mariage, toutes les règles concernant la sexualité, c'est des obsédés. Pardon. Et il y avait la jeune fille. Bonsoir madame, merci de venir nous faire partager votre savoir sur toutes ces questions-là. Juste pour compléter ce que disait monsieur sur les aumôniers sont des contractuels du droit public et c'est l'article 2 de la loi 1905 qui garantit et qui oblige même les collectivités publiques, voilà, hôpitaux, c'est vraiment inscrit dans la loi de séparation. Hein. Et c'est une exception à l'article 2 qui pose le principe de non-subventionnement public. Voilà. Du coup, dans tous les lieux fermés, voilà. Donc les collectivités publiques sont obligées de prévoir un budget pour organiser ces aumôniers. Voilà. Et c'est très réglementé. Hein. Voilà, c'est très réglementé. Ouais. Et j'avais juste une question parce que je suis pas sûre d'avoir compris ce que vous disiez à propos des aumôniers quand vous aviez l'air de regretter qu'il y avait des demandes très spécifiques et que maintenant voilà, chacun peut avoir son aumônier par rapport à sa confession. Je ne suis pas sûre d'avoir compris voilà, par rapport à votre expérience, etc. Oui, c'est un fait sociologique. Il y a 20-25 ans, vous aviez des personnes qui demandaient à avoir un aumônier pour parler des choses, de la souffrance, de la mort, de la peur de la mort, enfin, etc. Et qui acceptaient volontiers que ce ne soit pas un aumônier correspondant à leur confession. Aujourd'hui, on veut spécifier. Hein. Je suis telle confession, je veux un aumônier de telle confession. C'est ça, c'est un fait sociologique et qui correspond à ces revendications assez orthodoxes qu'ont certaines personnes. Et avec donc cette ligne de... Ça nous semble essentiel, il faudrait qu'on y travaille plus à l'hôpital sur le pur et l'impur. Et le pur et l'impur qui va jusqu'à refuser des règles d'hygiène, parce que le pur et l'impur, c'est par rapport
à l'origine, l'identité ou l'appartenance religieuse et pas par rapport à l'hygiène. Alors là, j'ai été hospitalisée à Mermoz, pas très loin, qui dépend de la Générale de Santé. Donc on n'était pas, et aux Iris, on n'était pas dans le cadre de l'hôpital public. Il n'y avait plus de place. À l'heure du déjeuner, il y avait une charmante jeune fille, une hôtesse, qui passait et qui commençait par dire, alors, qui veut du poisson en papillote, qui veut... Alors, il y avait plein de mets possibles, sans porc. Et elle précisait, elle prenait la liste des personnes en fonction des noms. Puis ensuite, on avait, bon, alors, les autres, la saucisse de Toulouse. Quand vous êtes malade, la saucisse de Toulouse, ça passe pas. La côte de porc ou la tranche de jambon. J'ai entendu ça le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Bon. Vous me connaissez, là, tous les deux. J'ai fait un scandale. Je me suis levée, j'ai dit, oh mademoiselle, gentiment, mademoiselle, ben écoutez, je suis musulmane et j'aimerais du poisson en papillote. Et j'ai soulevé un tollé, il y a plein de gens qui se sont levés en disant, on est tous des musulmans, on veut du poisson en papillote. Bon. Et il y avait à ma table un monsieur qui avait eu un accident du travail assez terrible, et qui était quelqu'un de tout à fait remarquable. Je m'entendais très bien avec lui. Il avait eu un accident sur un chantier. Il avait été assez mutilé. Et alors, lui-même dit, mais moi, je veux du saucisson, de la saucisse de Toulouse. Elle dit, oui, mais vous n'êtes pas... Et alors je suis lyonnais. J'adore la charcuterie lyonnaise. Et pour moi, être musulman, c'est pas ça. Et donc, et elle dit, je soutiens Jacqueline, allez, on y va. Bon, n'empêche que je suis allée voir la directrice après. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça rejoint votre question, madame. Elle m'a dit, oui, vous avez raison, on va essayer d'améliorer les choses, on répond toujours comme ça. Mais nos donateurs, c'est les pays du Golfe. C'est ça le privé aussi. Voilà. Il y a dans la source de financement ou dans les actionnaires de... Et dans les actionnaires. Et d'ailleurs, on avait droit à une très jolie, un cadre dans la salle de restaurant, et qui était la convention passée avec la mosquée que je connais bien, la mosquée d'Evry. Donc, mais il n'était pas en infraction. Oui, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'eau, le soft empowerment. Et exactement. Simplement, il n'y avait plus de place dans le public. Voilà. Merci madame. Non, c'est beau. Moi j'ai une réflexion à faire. Vous avez souligné, je partage votre avis, la nécessaire vigilance par rapport à l'instrumentalisation. Voilà. Et puis vous avez souligné dans vos anecdotes un directeur d'hôpital qui vous a dit chez moi tout se passe bien. Ce n'est pas un cas unique. Vous retrouvez ça également dans l'enseignement, professeur. Le directeur, ça va, il n'y a pas de problème. Donc là, est-ce que là, il n'y a pas une réflexion importante? Est-ce que les établissements hospitaliers, est-ce que les structures publiques se sont donné les moyens de mobiliser par rapport à ce que vous expliquez? Et est-ce que, j'allais dire, ils ne sont pas sur la logique de l'hérodon? On ne parle pas de ça, parce que ça pourrait montrer qu'on est faible, ou que notre établissement marche mal, ou qu'on sera mal classé dans le point, ou par rapport à l'ARS. Vous avez parfaitement raison. Je ne peux souscrire qu'à tout ce que vous avez dit. Et je pense que là, il faudrait aussi agiter un peu le Conseil de l'ordre. Il y a des choses qu'on se disait impossibles. Par exemple, moi j'ai vu dans des établissements scolaires, on n'y arrivait pas par rapport au certificat de complaisance pour des raisons religieuses. Les filles qui ne peuvent pas faire de sport, qui ne peuvent pas aller à la piscine, etc. Et j'en parlais avec les lycéens qui m'avaient dit, ça c'était à Nanterre,
oui, vous savez, madame, oui, mais ils exagèrent. On peut avoir des certificats, mais vous savez, ils font payer la consultation le double. Bon, j'aimais bien l'humour, ça permet comme ça d'aller un petit peu plus loin. Bon. On pensait qu'on n'y arriverait pas. Et bien maintenant, ça y est. Et avec le ministre de l'Éducation actuel, je dois dire, hein, eh bien, il y a eu une interpellation au niveau du Conseil de l'Ordre, au niveau des ARS, sur les certificats de complaisance. De même, il y a une réflexion sur les certificats de virginité, sur la réflexion d'email, hein, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Donc, il y a quelques années, on se disait, on n'y arrivera pas. Et ça y est. Il y a une vraie réflexion. Alors, je pense au directeur d'un hôpital qu'on avait auditionné, je ne citerai pas l'hôpital, qui fait d'ailleurs extrêmement des choses intéressantes, mais qui avait commencé, bon, très bien, vous m'avez invité, merci, mais il n'y a pas de problème particulier. Et donc, au fur et à mesure de nos questions, on voyait tous les problèmes. Et à un moment donné, je lui ai posé une question, j'ai dit, mais est-ce que vous ne croyez pas que ça serait plus simple de dire qu'il y a quelques problèmes, et ça n'est pas toute la vie de l'hôpital, parce que la majorité de la vie de l'hôpital, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Il vaut mieux parler des matériels, des personnels, etc. On ne va pas tout mettre, mais au moins accepter de reconnaître ça. Il m'a dit, oui, mais demander des matériels, demander des personnels, ça, on sait faire. Mais ce dont on parle là, les revendications religieuses, les revendications identitaires, les revendications de coutume, c'est la boîte de Pandore. L'idée que c'est la boîte de Pandore, que si on commence à ouvrir, voilà. Je suis par là. Oui, c'est parce que je vois une amie qui s'en va et je voulais juste lui dire au revoir. Hein, va chercher ton fils. Pardon, excusez-moi. Je voulais, madame, revenir sur la notion de la laïcité. Ah, pardon. Vous nous avez parlé de la loi de 1905, qui est une loi qui est simple, claire, qui peut paraître pas compliquée. Or, dans notre pays, il existe de multiples associations laïques qui interprètent la loi de 1905, qui adjective tant et plus la laïcité, tant et si bien que les citoyens ils arrivent à plus savoir ce que c'est finalement que la laïcité, alors que ça paraît tellement simple. Et je voudrais continuer la question de monsieur auparavant. Il me semblait, mais peut-être que je fais erreur, il me semblait qu'il avait été question dans les hôpitaux de mettre en place une personne qui pourrait être un référent laïcité. Voilà, est-ce que ça a été fait? Oui, bien sûr. Est-ce que ça fonctionne? Et ça pourrait être un bon moyen. Alors je ne sais pas comment sont formées ces personnes-là, parce que si elles sont comme certaines dans certaines associations laïques, ça risque d'être encore un peu plus compliqué. Mais peut-être que là, il y aurait une voie pour effectivement être une aide pour tous ceux qui s'interrogent parce qu'ils sont directeurs d'établissement, je ne sais pas, infirmiers, etc. Et qui pourraient les aider à trouver des réponses, ou en tout cas avoir des réflexions qui peut-être font un peu défaut dans nos établissements. Un grand merci pour votre intervention, je suis tout à fait d'accord. Il se produit quelque chose avec, bon, disons tous les grands principes de la philosophie politique, chacun veut s'accaparer une interprétation, mais plus encore quand on est dans le domaine des croyances, des religions, des philosophies. Là, vraiment, c'est à qui va marquer son territoire. Et il y a un jeu de miroir entre l'instrumentalisation du religieux et l'instrumentalisation de la laïcité. C'est à qui va en rajouter. Et d'ailleurs, bon, j'ai été dans une association où il y avait des militants laïcs, et à un moment donné, j'en pouvais plus, étant donné qu'ils voulaient imposer quelque chose qui n'était ni dans la loi, ni dans la philosophie même. Moi, je suis d'une famille dont l'arrière-grand-père a été un des fondateurs de la laïcité, donc on vit ça très sereinement. Hein.
et pas de façon passionnelle. Alors je leur ai dit, mais c'est pas possible, vous avez tous été enfants de cœur. Ils réglaient des comptes. Ils réglaient des comptes. Et donc, ils voulaient imposer une vision d'une laïcité avec plein d'adjectifs, en réglant des comptes par rapport à leur histoire. Mais ils étaient très éloignés des données que l'on a, des données historiques, des données juridiques. On ne peut pas faire dire n'importe quoi au droit. Et par exemple, on se centre sur les structures. Pardonnez-moi une petite remarque, c'est fou ce que les hommes adorent les débats sur les structures. Le pouvoir, les structures. Mais dans la loi de 1905, qui est une vision structurelle des églises et de l'État, mais ce n'est pas la vision philosophique de la laïcité, telle qu'on l'a dans les textes de Ferdinand Buisson, de Jules Ferry, et dans les lois sur l'école, et c'est les lois sur l'école qui sont les seules qui mettent le mot laïcité dans la loi de 1905. Vous n'avez pas le mot laïcité. C'est une conséquence de ce que la Troisième République a introduit dans les années 80. Donc c'est intéressant parce qu'on se bagarre sur les structures, sur ah là là, le culte et l'État, les représentants des cultes. Évidemment, ça veut dire qu'on est dans le politique. On est directement dans le politique. On n'est pas dans les aspects philosophiques. On n'est pas dans les aspects éthiques. Et dans les débats éthiques, je parle sous votre contrôle, les querelles de territoire, plus les querelles d'ego, mais les querelles de territoire, quand même, de temps en temps, on aurait envie de leur dire que c'est possible de trouver un consensus sur certains points, pas sur tout. Et ça m'amène à une chose. La laïcité, c'est une valeur, l'égale dignité des personnes, une philosophie, celle des droits de l'homme et du citoyen. C'est un principe d'organisation structurelle de la société et c'est un ensemble de libertés et de droits du citoyen. Très bien. Mais ne lui demandons pas de résoudre tous les problèmes. Il y a aujourd'hui une façon impérialiste de se saisir de ces questions-là, ce qui n'était pas du tout dans la commission Stasi, de se saisir de ces questions-là en demandant des solutions à la laïcité, comme si la laïcité c'était un nouveau catéchisme. Mais c'est justement le contraire. Ce n'est pas un catéchisme. On ne vous dit pas ce qui est prescrit, ce qui est interdit, ce qui est tabou. Prenez la vie d'un être humain, de la naissance à la mort, et voyez ce qui est permis dans une société laïque. Et maintenant, vous mettez en face ce que les intégristes religieux disent de la naissance à la mort. Ben moi, je travaille ça avec des lycéens. Et tout d'un coup, ils me disent, ben là, pourquoi on m'a dit que la laïcité, c'était des interdits? Il y a un jeu politique là-dessus. Et je peux dire que la commission Stasi a fait un travail qui a été reconnu, etc. Mais combien il a fallu se batailler pour que ça ne soit pas déformé. Si 19 personnes sur 20 ont voté le rapport et qu'il y a un 20e qui n'a pas voté le rapport, il a dit partout qu'il s'est abstenu pour des raisons politiques, il n'était pas là quand on a voté. Et il n'était pas là parce qu'il organisait les fuites auprès des journalistes en faisant dire l'inverse de ce que nous avions voté. Je vais essayer de parler des micros. Moi, je m'interroge. Mais c'est pas enregistré. Oui. Alors. Je répéterai la question à ce moment-là. Ça vous va, monsieur le technicien de la prise de vue? Mais le micro est là, je vous le passerai ensuite, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je voulais simplement aussi avoir votre point de vue sur le fait que la laïcité, effectivement, est indispensable dans la prise en soin des patients, mais comment nous avons des difficultés qui apparaissent, nous, en tant que formateurs à ces métiers de la santé, où on voit apparaître dans nos élèves, dans nos étudiants, des jeunes filles qui sont porteuses justement d'une parole qui est religieuse. Oui. Et qui arrivent avec des convictions qu'elles expriment et qui viennent remettre en question des données scientifiques.
des éléments vraiment précis, et que il nous faut du temps, et j'ai l'impression qu'il nous faut aussi de nouveaux outils pédagogiques, en tout cas de nouvelles approches, pour les amener à évoluer, pour pouvoir se confronter à ce qui est ensuite la laïcité. Merci de soulever cette question. On y travaille parce qu'il y a une vraie carence pédagogique en la matière, dans la formation. Il y a même eu des formations, alors dans le travail social ça a été pire, des formations ethnicisantes. Ces gens-là, leur culture, c'est... Bon, c'est un petit peu, pardonnez-moi, je ne veux pas... on a discuté. Bon, il y a des juifs orthodoxes traditionnalistes, etc. Donc c'est des juifs orthodoxes traditionnalistes, et une poignée qui vont vouloir faire du militantisme, vouloir se montrer, vouloir, comment dire, imposer des choses. Dans les formations, c'est pour ça que je disais que je connais aussi les prix. Nous avons des militants qui sont payés pour tester les formations et le service public. On a été très naïfs pendant un certain temps, très naïfs. Et par exemple, ce que on savait déjà, par exemple, très bien en Égypte, le port du voile, par exemple, on passe son examen et puis on porte le voile après. Ça remonte à il y a 30 ans en Égypte. On appelait ça la bourse d'études. Et les prix variaient selon la longueur de l'étoffe, l'épaisseur de l'étoffe et la couleur de l'étoffe. Et vos études étaient payées. En sport, actuellement, j'ai travaillé en région PACA, des jeunes filles d'assez haut niveau en basket qui demandaient à faire du basket, qui étaient dans un club de basket reconnu, faisant des compétitions, qui à un moment donné, elles ont commencé à vouloir porter le voile du basket. La fédération a dit non, c'est dangereux, on peut tirer, enfin bon, tout ça. Puis après, c'était la revendication, pas seulement du voile, mais du jogging noir. Puis ensuite, d'un jogging noir, on peut faire du basket, le jogging, franchement, bon, peu importe. Et plus le logo du club sportif, mais l'inscription. Et donc, la direction régionale des sports a essayé de savoir ce qui se passait. Alors, on a tout eu, les pédagogies bêtes, naïves. Ah oui, alors, soit c'est... On impose, la fédération impose telle tenue. Bien. Vous ne pourrez pas jouer en équipe internationale, ou enfin bon, les arguments ne sont pas faux. Mais ça ne répondait pas à ce militantisme. Donc j'ai voulu prendre du temps, et au bout d'un certain temps, je leur ai dit, bon écoutez, c'est pas une question de pudeur, vous n'allez pas me dire, la pudeur, ça ne dépend pas d'un bout de tissu. La pudeur, c'est le comportement, la façon d'être. C'est pas un bout de tissu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Vous couvrez quoi là? J'y suis. Ils m'ont dit, on ne peut pas faire ça à nos parents. C'est-à-dire, on a 200 € par mois qu'on peut donner à nos parents. Voilà, tout. Ça s'appelle du militantisme intelligent. Et alors nous, si on est bête, hein. Alors à côté de ça, vous avez des personnes qui pensent vraiment. Et quand on est à l'hôpital, j'ai pas dit que les règles que je vous indiquais, c'est pareil pour l'hôpital psychiatrique, hein, y compris les personnes qui ont été internées. Quand on est à l'hôpital, on est vulnérable. Il y a des personnes qui ne sont pas des militants ou qui sont payés pour ça, mais qui sont vulnérables et qui essaient de se retrouver là-dedans. Et là, on a un devoir d'écoute, d'accompagnement. Et on ne va pas parler de laïcité à quelqu'un qui a tellement de la peur de mourir et d'aller en enfer. Non, on n'arrivait pas avec la loi de 1905 ou les lois. C'est une question de finesse dans la relation. Voilà. Mais il y a tout ça. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas dramatiser les actions de quelques militants, sauf que les militants, ils ont plus de force que les autres, par définition. Une question ici. Oui. Bonjour, moi on parlait de la loi de 1905 et je m'interroge sur le fait qu'il pourrait y avoir plus ou moins de problèmes en Alsace, où il y a une particularité de relation entre les religions justement et l'État. Oui, il n'y a pas de laïcité en effet.
Il n'y a pas la laïcité en Alsace, il y a beaucoup de gens qui demandent la laïcité, mais non, il y a des problèmes. Et notamment, ils ont eu pas mal de problèmes avec les familles turques. C'est-à-dire le mari qui décide des soins pour sa femme, par exemple. Enfin, il y a de plus en plus de problèmes avec des traditionnalistes des différentes religions du vivre. Parce qu'il y a une concurrence. Il y a une concurrence. À partir du moment où les religions sont reconnues. Les seules religions reconnues en Alsace, c'est quoi? Le catholicisme, enfin, le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, c'est tout. Mais non. Et non. C'est comme en Allemagne. Système des religions reconnues. Alors, il y a des négociations, des contrats, des conventions, tout ce que vous voulez. Mais ça dure depuis 25 ans. Alors, il y a eu des débats sur les crucifix. Franchement, pour savoir si c'était culturel, etc. Non, on est dans la négociation. L'Allemagne actuellement est confrontée à des problèmes considérables. Mais la Suède qui était un pays qui pensait avoir trouvé quelque chose d'assez équitable, par exemple les endroits pour les enfants. Je vais m'arrêter là. D'accord. Pour les enfants. Vous savez qu'en Suède, on entre dans la maison, on dépose ses chaussures à la porte. Pour des raisons d'hygiène. Pour aussi ne pas faire de bruit pour les voisins. Bon, c'est une civilité. Ils ont eu un problème énorme avec des populations arrivées récemment. Des enfants qui refusent d'enlever leurs chaussures à la porte. Alors tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, là aussi, avec naïveté, bonne volonté, mais alors pour ceux qui enlevaient leurs chaussures avant d'entrer dans un lieu de culte, mais vous avez l'habitude. Ah oui, mais les parents ont dit, ah oui, mais précisément, c'est pas un lieu de culte, donc il n'est pas question d'enlever les chaussures. C'est avec des questions comme ça que vous trouvez aujourd'hui dans les pays européens. Et c'est finalement le système laïque est celui qui est le plus revendiqué, qui marche plutôt bien. Par exemple au Portugal, le Portugal est un pays maintenant laïque. La Suède n'est pas allée assez loin et maintenant vous avez des intentions de vote aux élections de 20 à 25% de gens qui sont dans l'extrême droite, qui sont dans le racisme, à l'égard des étrangers, etc. Donc il faut aussi faire attention à ça. C'est que si on n'est pas dans la médiation, dans l'écoute, dans l'accompagnement, mais en étant ferme sur certains principes, bien on va avoir plus de conflits. Surtout qu'il y a un concept juridiquement qui se développe beaucoup, parallèlement au principe de précaution, c'est-à-dire plein de procès à venir. Principe de précaution, ça veut dire, c'est bien pour les avocats aussi parce que c'est beaucoup de procès à venir, c'est le concept de vulnérabilité et de dépendance. Or, le patient est vulnérable et en situation de dépendance. Donc là, on va avoir la concurrence des prises en charge. C'est pas toujours facile. La laïcité est plutôt un bon système, mais si, comme on le disait tout à l'heure, on l'explique. Alors, il y a des référents laïcité dans pas mal d'hôpitaux. Il faut savoir quelle est leur formation. Il faudrait organiser plus de colloques, de réunions, mais aussi avec les praticiens. Je vois à Robert Debré, il y avait une dame formidable, référente laïcité. Elle n'en pouvait plus, elle était débordée. Et c'était le bureau des plaintes. Donc il faut aussi savoir quelle est la place que l'on fait aux référents laïcité. À Robert Debré, on est allé jusqu'à moi maintenant à accepter des ethnologues qui expliquent la maladie d'un point de vue ethnologique et imaginer des enfants
qui sont dans des... Pardon pour les termes qui ne sont peut-être pas exacts, sont pas médicaux, mais dans un environnement stérile. Et on acceptait que sous leur oreiller, ils mettent des petites statuettes avec des épingles pour chasser le mal. Bon. Statuette stérile. Vous avez raison. Alors aussi, merci. Un peu d'humour aussi sur ces questions-là, de temps en temps, c'est pas mal. Merci beaucoup, madame. Je vais faire tous les saluts possibles. Comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, ce que vous voulez, et merci à vous.